faut que je décide de reprendre la vidéo maintenant, en plein mois de juillet, et qu'il pleuve. Bon, ça a l'air de s'arrêter. Vous avez... Oh, par contre, dès qu'il y a du soleil, ça tape, hein. Vous avez sûrement vu le titre de la vidéo. On va parler aujourd'hui de cette petite marque-là. Pourquoi on la fait pas juste en studio, en intérieur, la vidéo? Parce que j'enchaîne directement sur cette petite voiture-là. Et il faut avouer quand même que ce fond vert est quand même bien plus sympa, surtout pour présenter Suzuki, marque japonaise que tout le monde connaît normalement, fondée en 1909 par Michio Suzuki, qui fera réellement fonctionner sa marque que vraiment à partir des années 1920, qui fait qu'on a fêté le centenaire de Suzuki il n'y a pas si longtemps que ça. Soyez joyeux, Suzuki qui ne produisait pas du tout de voitures, il produisait des métiers à tisser. Un fils d'artisan, désireux d'aider ses parents, dans une région du Japon qui était connue pour sa tisserie, sa couture, voilà, ces fils qui sont dans des fils. Il est con lui, hein. Désireux d'aider ses parents, il va donc créer un métier à tisser qu'il fera breveter et qui ensuite vendra en masse grâce à son entreprise dès les années 1920. Rien de très intéressant jusque-là. Arrive la Seconde Guerre mondiale. C'est la bagarre. Et comme la plupart des industries au Japon, l'activité qui va être imposée, plus ou moins selon les personnes, ça va être la production d'armements, de munitions. L'entreprise de Suzuki n'y échappera pas. On passe très vite l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a rien de très intéressant à dire chez Suzuki de ce côté-là. Donc on arrive fin des années 40, début des années 50. Le fils de Michio Suzuki, qui est encore directeur à cette époque-là, lui va avoir la merveilleuse idée d'installer un petit moteur sur sa bicyclette que l'on pourrait appeler comme la première moto de chez Suzuki. Comme chez Honda, on peut dire moto, mais avec des guillemets Énorme. tout simplement une bicyclette avec un petit moteur de temps de 36 cm3. Attention, la Power Free. Bon accent français. Le Japon, il en a pris plein la gueule pendant la guerre. Du soleil pour certains, mais de... Alors, effectivement, on arrive aux années 50, on était déjà dans les années 50. On reste, du coup, dans les années 50. Le Japon est toujours en reconstruction, tout comme en Europe d'ailleurs. Il n'y a que les US qui vont bien de toute façon après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont allés péter la gueule à tout le monde, mais chez tout le monde. La bagarre. Et en Europe, du coup, dans cette période de reconstruction, il faut aussi remotoriser cette Europe. À peu près chaque constructeur de chaque pays qui va sortir sa voiture qui va permettre de repeupler la population. Remotoriser la population, c'est mieux. Par exemple, on va voir Citroën en France avec sa 2 chevaux, Fiat en Italie avec sa 500, ou t'as même en Allemagne qui... Alors ils ont pris particulièrement cher en Allemagne pour une raison obscure. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Mais même en Allemagne, du coup, on va voir la coccinelle. On a à peu près chaque constructeur qui sort sa vision de la voiture d'après-guerre. Et c'est à peu près la même chose qui se profile au Japon, avec Suzuki qui a toujours eu ce petit rêve de côté de se mettre à l'automobile. Le directeur à l'époque, qui est toujours Michio Suzuki, de 1909 à 1955. On est en 54 actuellement. Il va déployer une task force phénoménale de 6 ingénieurs. Écoute, ça sera mieux que 5 ou que 4. Donc une task force de 6 ingénieurs d'une moyenne âge de 27 ans, donc très très jeunes, qui ont pour mission de développer la première voiture, donc du coup chez Suzuki. Et pour faire cette voiture, ils vont farfouiller un petit peu dans le fond de l'atelier, ils vont récupérer des pièces de leur moto qu'ils sont en train de développer pour former un moteur d'attention 360 cm3. Si vous n'avez pas une idée de ce que représente 360 cm3, un moteur actuel, par exemple, sur une Peugeot 208 ou une Clio 4, ça représente 1,2 litre, 1,3 litre de cylindrée. Là, 360 cm3, ça représente 0,36 litres de cylindrée. Et ce petit moteur, il va être monté dans la première voiture de chez Suzuki. Pour les noms, c'est des ingénieurs, ils font pas partie du marketing. Suzuki va faire une voiture légère, et ils vont faire la Suzu Light. Cette première voiture, elle va être quand même relativement moderne pour l'époque, parce qu'on va avoir une direction à crémaillère et surtout une suspension indépendante. Alors à l'époque, en général, les suspensions, tu avais ton tube qui reliait tes roues et les roues étaient solidaires les unes des autres, sur l'essieu avant, l'essieu arrière. Quand tu avais un trou dans la route, par exemple, tu avais ta roue droite qui s'enfonçait dans le trou pendant que la roue gauche s'envolait en direction de Dieu. La légende raconte que les premières Suzu Light et la quasi-totalité des Suzu Light ont été vendues essentiellement à des médecins parce qu'à l'époque la marque avait déjà une réputation de fiabilité et ces médecins qui, en l'achetant, savaient, étaient sûrs de pouvoir aller gérer leurs urgences sans avoir de problème avec leur voiture. Les premières voitures sont lancées, mais Suzuki reste quand même un constructeur de motos avant les voitures et Suzuki ont toujours été friands des nouvelles technologies sans pour autant aller dans l'excès. À l'inverse de chez nous par exemple avec Citroën parti dans l'excès avec leur système hydraulique à l'époque, le rotatif
les hélicoptères, j'en passe. Créative technologie. Dès les années 60, on va avoir des motos qui sont très performantes pour l'époque, mais c'est surtout avec les années 70 où, par exemple, on va avoir les premières motos qui arrivent avec un système ram air. Le ram air, c'est quoi? Alors, on va faire très très simple. Pour fonctionner, un moteur, ça a besoin de deux choses, du carburant et de l'air. Ah oui, Jamy. On a vite compris que plus tu injectes d'air dans les cylindres, plus tu peux en tirer de puissance. Sauf qu'à rythme normal, un moteur qui va aspirer de l'air, il va aspirer de l'air à la pression atmosphérique. Encore une fois, c'est très schématique. Vulgarisation, vulgarisé vulgairement. On peut injecter de l'air plus fort, par exemple, avec un turbo ou un compresseur, c'est ce qu'on appelle la suralimentation. Sauf que là, on est dans les années 70. Le turbo, ça commence à apparaître sur les voitures, et sur les motos, ça arrivera que 10 ans plus tard, et en plus, avec le turbolag, etc., ça sera de la merde. Hein. C'est de la merde. Donc non, le turbo, on oublie. Le compresseur, pareil. Donc quel est le moyen de rajouter plus d'air? On va utiliser le système ram air. Tu vas avoir des écopes à l'avant de ta moto, et quand tu avances, que ce soit toi en voiture, que ce soit en moto, tu déplaces une masse d'air en fait. Tu sens quand tu accélères en moto, tu as l'impression qu'il y a du vent sur ta gueule, alors qu'en fait, il n'y a pas de vent. C'est le vent qui nous parle. Surtout si tu es en roadster, tu le sens bien le vent. Donc en fait, cette masse d'air là, c'est de l'air qui est compressé devant la moto. Et si des écopes sont placées au bon endroit devant la moto, cet air compressé peut être aspiré et renvoyé directement dans les cylindres. On n'a pas une pression qui sera aussi forte que sur un turbo. Pour anecdote, le système ram air, il existe encore aujourd'hui sur certaines Kawasaki, sur leur gamme ZXR, il me semble. Là, on est dans les années 70, je rappelle. Toujours dans le même exemple, en 73, ils te sortent la première moto de grosse série à refroidissement liquide. En 73. Aujourd'hui, on a encore des MH qui sortent à refroidissement par air. Je dois vous dire quelque chose. Je vous ai menti. J'ai menti. J'ai dit juste avant qu'ils innovaient mais sans aller dans l'excès. À l'inverse de Citroën par exemple et leur rotatif encore une fois. Alors non, effectivement, Suzuki n'a jamais mis de moteur rotatif dans leur voiture. Ils l'ont mis dans leur moto. Très brièvement, le motateur. Très brièvement, le motateur rotatif. Qu'est-ce que c'est? Sur un moteur classique, tu vas avoir un cylindre dans le... Coupe-moi la chic, je te dirai rien. C'est pas moi. Sur un moteur classique, tu vas avoir un piston qui fait des allers-retours dans un cylindre avec une combustion qui se fait, la déflagration d'une étincelle. Je te mets un schéma ici, tu peux aller voir la vidéo sur le Pop and Bang, il me semble, où c'était beaucoup plus détaillé. Le moteur rotatif, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Je te mets un schéma, comme ça sera beaucoup plus simple. Non. Dans l'idée, ça a que des avantages parce que ça te permet d'avoir un moteur qui est plus léger, qui pourrait avoir un meilleur rendement, prend moins de place. Dans la réalité, le problème c'est que tu as une consommation déjà d'essence qui est atroce, et une consommation d'huile qui est atroce et une fiabilité qui est atroce aussi. Et donc tu prends ce petit cocktail d'atrocité et tu rajoutes par-dessus un petit choc pétrolier et là c'est la cata. Côté voiture, Suzuki, ils vont profiter d'un avantage gouvernemental que propose le Japon pour leur mini-voiture, ce qu'on appelle les fameuses K-cars. Si tu n'es pas au courant, au Japon, il y a un cruel manque de place. Aller circuler ou garer ton ranch, ça va être compliqué. Pour éviter ça, le Japon met en place des avantages fiscaux pour les producteurs, les constructeurs et également les acheteurs de ces K-cars. Suzuki, ils vont réunir tout leur cerveau, ils vont faire une réunion et ils vont se dire si c'est compliqué de garer un gros 4x4 en ville et qu'on a des avantages avec les toutes petites voitures, eh ben on va faire des tout petits 4x4. Il y en a là-dedans. Et ça sera la naissance du Jimny. C'est la même recette depuis 50 ans en fait. C'est un tout petit 4x4 qui a des vraies capacités off-road, fiables, peu de frais d'entretien, peu de frais d'assurance et surtout avec une gueule digne de ses grands frères du continent. On a les mêmes. Oui, à part une petite différence dans le budget. Tellement digne qu'au Japon, tu en vois partout des Suzuki Jimny. C'est un peu notre Fiat Panda 4x4 de chez nous. Sauf qu'ils aiment bien faire des petites blagues là-bas. Ce sont des grands fans de Mercedes au Japon. Ils aiment bien préparer les Suzuki Jimny. Et celui que je préfère personnellement, c'est le Suzuki Jimny préparé par Brabus. Une photo tout de suite. Et Suzuki a d'ailleurs très bien senti le filon. Ils ont été leaders de ces K-cars pendant plus de 30 ans. Petit tour côté compétition aussi. Dans les années 60, Suzuki s'est fait remarquer par ses victoires en Grand Prix et également en Tourist Trophy. Tourist Trophy sur l'île de Man, des moteurs qui prennent 300 sur des routes départementales. Bon, peut-être pas à l'époque dans les années 60. En tout cas, ils ont été victorieux sur ce Tourist Trophy à l'époque-là, alors que ça faisait même pas 10 ans qu'ils produisaient des motos, donc c'est quand même beau. Côté motocross aussi, Suzuki a une grande carrière. C'est d'ailleurs la marque avec le plus de titres de champion du monde. Pour ce qui est des voitures en compétition, on doit retenir, je pense, en particulier, si vous regardiez la compétition dans les années 90, surtout rallye, vous voyez peut-être de celle que je vais parler. Pour remettre en contexte, il y a eu un grand engouement sur le groupe B dans les années 80, donc ce rallye, tout était permis. Tout
tous les constructeurs sont allés faire la bagarre sur ces routes dans les années 80. Le groupe B a été interdit au milieu de ces années-là, et tous les constructeurs se retrouvent donc avec des voitures ultra puissantes, ultra préparées sur les bras. Oh merde! Il faut aller trouver d'autres compétitions, et ces autres compétitions, ça va être par exemple comme le Dakar, ou encore le Pikes Peak. Le Pikes Peak, qu'est-ce que c'est? C'est une montagne aux États-Unis qu'il faut monter le plus vite possible. Et une fois que cet engouement commence un petit peu à redescendre, les constructeurs commencent à se calmer, les régulations commencent à devenir de plus en plus sévères, on est au milieu des années 90 et Suzuki arrive un petit peu après tout le monde, sans prévenir, avec ceci, l'Escudo Pikes Peak. 田島の最高速は201キロをマークした。200キロオーバーは Dérivé de l'Escudo ou du Vitara, il me semble, chez nous, qui n'a plus rien à voir, hein. C'était un 4x4 sans prétention à la base. Ce truc-là va venir éclater tout le monde à 95 au Pikes Peak, une seule fois, certes. Mais quand tu arrives là-bas avec un V6 de presque 1000 chevaux pour 900 kg, la puissance du Véron dans une Swift, en gros, t'as pas besoin de gagner les fois d'après pour que les gens se souviennent de toi. On est sur un 0 à 100 en 2,3 secondes, plus rapide qu'une Chiron ou qu'une Divo aujourd'hui. On est sur une VMAX estimée à 412 km/h, plus rapide qu'une Formule 1. S'il y a un modèle sportif à retenir, c'est peut-être celui-ci. On peut aussi passer sur deux modèles de moto mythiques qui sont sortis dans les années 90. La première, la GSF Bandit, c'est une moto qui a juste rétabli les bases d'une moto de série. Elle est sortie sous différentes cylindrées, de 250 à 1200, 1250 pour les plus récentes. Une moto qui répondait à toutes les attentes en fait dans les années 90. Tu en croises encore beaucoup aujourd'hui. Par exemple pour la 1200, c'est une moto qui a été produite pendant plus de 12 ans. Si on prend la 1250 qui est son évolution, c'est même des motos qui durent aux années 2010 et quelques. Bon, et la plus attendue, celle qui ne laisse personne indifférent, soit tu l'aimes, soit tu la détestes, la GSXR 1300 Hayabusa. C'est la première moto de série dont le carénage a été travaillé en soufflerie, donc l'aérodynamique a été travaillée pour qu'elle soit étudiée à prendre plus de 300 km/h sur une moto de série. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Si vous vous demandiez d'où venait ce nom Hayabusa, pour la petite anecdote, les records de moto dans les années 50 à 80 n'ont pas été battus, ou très très peu, jusque dans les années 80 où Suzuki est arrivé avec la Katana à l'époque, explosé le dernier record de vitesse pour une moto de série, et ce record invaincu pendant 30 ans auparavant, eh ben c'est Kawasaki qui va venir le récupérer très rapidement, seulement 2 ans après. Et Suzuki, il va rester sur le banc de touche à regarder Kawasaki, puis Bimota, puis Kawasaki, puis j'en passe, à chaque fois c'est changé le titre. Et Suzuki, ils sont là à côté, sur le banc, à regarder, à ravaler leur somme. Jusqu'à ce qu'arrive, dans le milieu des années 90, la marque Honda, qui va venir rafler la mise de tous ces records de vitesse de série. T'en vas, je te dérange pas? Mais il va la fermer sa gueule! Ouais. Je disais donc, Honda vient rafler ses records de vitesse sur les motos de série avec la CBR 1100X, gentiment nommée, selon l'avion de chasse le plus rapide du monde à l'époque. Si tu as joué à Call of Duty, tu le connais sûrement, le Blackbird. Squadra, nous sommes partis! Blackbird, ça fait stylé, mais traduit littéralement en français, ça veut dire merle. C'est mignon. En 99 arrive donc la Hayabusa de Suzuki, qui traduit littéralement veut dire faucon pèlerin. C'est des Français? Non, c'est son chef! Cette moto a reçu ce nom pour 2 raisons. La première, c'est que le faucon pèlerin est un oiseau qui peut atteindre jusqu'à 300 km/h en piqué, comme la moto. La deuxième raison, c'est purement du seum, parce que le faucon pèlerin bouffe des merles. Mon Dieu, c'est un délice! J'aime bien ces anecdotes-là. Un peu comme le font dans le futur Dodge avec leur RAM T-Rex, TRX, parce qu'ils n'ont pas eu le droit de l'appeler T-Rex, qui est censé bouffer des Raptor, Ford Raptor, qui était le concurrent direct. Tu pouvais faire des prépas, le nombre de prépas qu'il y a eu sur ces motos, je les compte même plus. Tu pouvais y greffer un turbo, tiens, on en parlait tout à l'heure, pour sortir 250 chevaux, si jamais c'était pas assez auparavant. Il se trouverait que, pour la petite anecdote encore une fois, Rocky Robinson, qui a eu la merveilleuse idée de fusionner 2 moteurs de Hayabusa et d'exploser le record de vitesse terrestre en atteignant plus de 605 km/h. Et ce record, toujours invaincu à l'heure d'aujourd'hui, date de 2010. Ça va faire bientôt 15 ans que le mec, avec ses 2 moteurs d'Hayabusa, il a explosé le record de vitesse. Il a atteint la moitié de la vitesse du son, du mur du son. Plus récemment, chez le S, c'est un petit peu moins drôle. Il y a eu des petites disputes, par exemple, dans les années 2010 avec le groupe Volkswagen et Fiat. Volkswagen avait racheté à l'époque 20% environ du capital de Suzuki. Et Suzuki est rapidement entré en affaire ensuite avec Fiat et ont même accusé après Volkswagen de ne rien proposer d'intéressant ou de novateur après l'achat de ces 20% de capital. Dans le dos de Volkswagen, Suzuki est allé
batifolé avec Fiat. Et en même temps a voulu rompre le contrat avec Volkswagen. Le souci, c'est que ça a coûté un peu d'argent ce bordel à Suzuki. Fini le beurre, l'argent du beurre et le... du beurre. Bien évidemment, c'est passé en justice, devant les tribunaux. Volkswagen avait acheté 1,7 milliard, c'est 20%. Et Suzuki, du coup, a dû racheter ces 20% pour la modique somme du double. 3,4 milliards. Et toc! Et en plus, ils ont été jugés en partie responsables de ce désaccord, donc de cette rupture de contrat, et donc doivent verser des indemnités, des compensations financières à Volkswagen en plus de ce rachat. Voilà. Récemment, ils se sont aussi retirés du marché des États-Unis, donc après, effectivement, vendre des K-Cars ou des petites voitures à un Américain lambda, dont la voiture lambda, c'est un Ford Ranger, c'est compliqué. Et même côté compétition, Suzuki avait des contrats avec le championnat du monde de MotoGP jusqu'en 2026, mais ils l'ont rompu prématurément en 2022 parce que côté finance, c'est un petit peu ric-rac les fins de mois côté Suzuki. Et ils ont fait la merveilleuse décision de rediriger sous ces dépenses de compétition dans l'électrification de leur voiture. Top. Voilà, on est ravis. Voilà ce qui conclut ce petit épisode sur Suzuki. La prochaine fois, on se retrouve pour un modèle en particulier qui est sous mon cul depuis le début. Je l'ai pas dit en début de vidéo, mais n'hésite pas à t'abonner, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne. J'ai vu qu'on avait passé le millier d'abonnés. C'est énorme, merci beaucoup. On se retrouve très rapidement pour ce petit carrosse. Je vous fais des bisous, bonne journée, bonne nuit. Et puis ciao ciao. Oh, putain, fais me casser la gueule. On va te manger.